France Bardon, Le chemin de la vraie initiation magique, 25, deuxième partie, la pratique. Cours en 10 degrés théorie et pratique, degré 9, volet 3. Formation magique de l'âme, 9. La séparation consciente du corps astral du corps matériel. À ce degré, le mage apprend par des exercices conscients à séparer son corps astral du corps physique et à se transposer non seulement mentalement, mais aussi astralement partout où il veut aller et où il a besoin d'être avec son corps astral. La séparation du corps astral est, comme nous allons le voir immédiatement par la pratique, différente du voyage mental et de l'état de transe produit par le principe Akasha. L'état dans lequel les corps astral et mental sont séparés du corps matériel se nomme en terminologie occulte extase. Le véritable mage maîtrise la faculté d'aller partout avec son corps astral, mais dans la plupart des cas, il se tirera d'affaire par le voyage mental ou l'état de transe. Le corps astral, lorsqu'il reste séparé du corps physique et lié au corps mental, est employé le plus souvent pour les travaux qui demandent une action magique matérielle. Une certaine prudence est nécessaire lors des exercices d'envoi du corps astral, car, au contraire du voyage mental, les deux membranes de liaison entre les corps mental, astral et matériel, donc les matrices mentales et astrales, sont dégagées du corps et seul un fin et élastique cordon vital d'un brillant argenté relie les corps mental et astral au corps physique. Si dans l'état où les corps mental et astral sont détachés du corps physique, une personne étrangère, formée ou non à la magie, touchait le corps physique, ce cordon extrêmement fin se romprait aussitôt, et la liaison avec le corps matériel serait interrompue, ce qui aurait pour conséquence la mort physique. C'est pourquoi tout au début des exercices, il faut prendre très rigoureusement garde à ce que personne ne puisse nous toucher en cet état. La rupture du fin cordon doit être attribuée à ce que le fluide électromagnétique d'un homme agit de beaucoup plus fortement et à ce que le cordon vital même d'un mage très développé ne pourrait résister à ce fluide. La science médicale ne constaterait, lors d'un examen du corps tué de cette manière, rien d'autre qu'une embolie ou un infarctus, éventuellement une paralysie du cœur. Le corps physique est, durant l'extase, insensible et sans vie comme celui d'un faux mort, la respiration est interrompue et le cœur ne bat plus. La description suivante de la pratique apporte des éclaircissements détaillés. La mort apparente est également un phénomène de l'extase qui s'est cependant manifesté par suite d'une influence pathologique chez la personne en question et qui peut être facilement expliquée par chaque mage. Il y aurait encore à faire observer que par la respiration normale, les 4 éléments, ainsi que l'akasha, étant amenés par le souffle au vaisseau sanguin, la matrice mentale, donc le lien entre les corps mental et astral, est maintenu en contact, car conformément à l'expérience, il n'y a pas de vie sans respiration. Par l'alimentation, la matrice astrale, qui est le lien entre les corps astral et physique, est maintenue en vie. Le mage voit à présent le rapport entre l'alimentation et la respiration et en trouvera dans les exercices des degrés précédents concernant la respiration et l'alimentation consciente le vrai fondement. Par la négligence de l'un ou de l'autre, à ce stade de la formation, des troubles, des maladies et différents dérangements devraient sans doute apparaître chez le mage. Beaucoup de dérangements de l'esprit, de l'âme et aussi du corps ont pour cause l'irrégularité et la négligence de ces deux facteurs. C'est pourquoi nous n'avons pas pour rien signalé tout au début que le corps, l'âme et l'esprit doivent être éduqués et entretenus régulièrement. Si le corps physique n'est pas suffisamment harmonieux, vigoureux et dur, s'il ne possède pas une réserve suffisante de fluide électromagnétique grâce à une nourriture abondante et riche en vitamines et par là une élasticité suffisante de la matrice astrale, du mal pourrait être fait à sa santé par les exercices d'extase. Par conséquent, le mage verra à présent que tous les exercices ascétiques ou un jeûne excessif est prescrit dans le système de formation sont nuisibles et donc condamnables. Beaucoup de pratiques orientales qui prescrivent une ascèse et des exercices ascétiques sont unilatérales et directement dangereuses pour des hommes étrangers, dont les dispositions corporelles ne sont pas adaptées au climat local. Mais si le mage a formé d'une manière uniforme les 3 degrés de la vie, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit, il n'a pas à craindre que des dérangements de n'importe quelle espèce se manifestent dans ses corps mental, astral et matériel.
seul celui qui n'a pas étudié systématiquement ce cours à fond et qui a négligé l'une ou l'autre mesure de prudence, doit s'attendre à d'éventuels troubles. Que le mage, par conséquent, ne commence pas l'exercice d'envoi du corps astral avant qu'il soit tout à fait sûr de maîtriser parfaitement toutes les méthodes recommandées jusqu'à présent. Lors du voyage mental, la partie la plus stable, c'est-à-dire la matrice astrale, qui unit le corps et l'âme, reste dans le corps, tandis que lors de l'envoi du corps astral, tout sort du corps, de sorte que lors des exercices d'extase une double prudence est indiquée. La vraie pratique de l'envoi du corps astral est très simple, surtout lorsqu'on maîtrise bien le voyage mental. La séparation du corps astral se fait de la manière suivante. Vous vous asseyez dans la position asana, les exercices peuvent aussi être faits en étant couché, et vous sortez du corps matériel avec votre corps mental. Par la conscience transposée dans le corps mental, vous observez votre corps matériel. Il vous apparaîtra comme endormi. Au moyen de l'imagination, représentez-vous que votre corps astral est extrait de votre corps physique, par votre volonté, de la même façon que votre corps mental. La forme du corps astral doit être semblable à vos corps mental et physique. Vous communiquez ensuite avec votre corps astral en entrant dans la forme astrale. En faisant cet exercice, vous éprouverez une sensation étrange comme si le corps astral ne vous appartenait pas, et par conséquent vous devez immédiatement établir consciemment la liaison entre les matrices mentales et astrales. Vous ne réussiriez pas non plus à maintenir dans votre représentation le corps astral, car il est attiré continuellement par le corps comme par un lien invisible. Si, lors de ces exercices, vous observez en même temps le corps, vous constaterez que, durant cette expérience, des troubles de la respiration se manifestent. Mais à l'instant où vous communiquez en esprit avec la forme astrale et commencez immédiatement à respirer consciemment, vous vous sentez sur le champ réellement en liaison. Au début, lorsque vous vous mettez de cette manière comme esprit, à côté de votre corps, en communication avec le corps astral, vous n'avez à prendre garde qu'à la respiration. Cet exercice est à effectuer jusqu'à ce que la respiration dans le corps astral que vous avez fait sortir et placé à côté de votre corps et avec lequel vous êtes en liaison mentalement, soit devenue une habitude. Ainsi donc, seule la respiration consciente dans le corps astral rend possible la séparation de la matrice astrale. La respiration dans les corps mental et astral est-elle devenue une habitude par la répétition fréquente, on peut continuer les exercices. Lorsque l'on commence à respirer dans le corps astral, le corps physique cesse de respirer. Par la séparation, le corps physique tombe dans une sorte de léthargie, les membres deviennent raides, la figure pâle comme celle d'un mort. Mais dès qu'on arrête l'exercice de respiration à côté du corps et que l'on veut terminer l'exercice, on remarquera aussitôt que le corps astral est attiré immédiatement par le corps comme par un aimant et que la respiration du corps physique reprend normalement. Ce n'est que lorsque l'on sait aussi retransposer mentalement dans le corps avec le corps mental, donc avec la conscience, de sorte que les corps mental et astral occupent la forme physique, que l'on revient peu à peu à soi et ainsi le premier exercice est terminé. Ce qu'on appelle habituellement la mort est le même phénomène, cependant avec cette différence que la matrice entre les corps matériels et astral est détruite. Au cas où il s'agit d'une mort normale et la matrice astrale entre les corps matériels et astral est rompue par la maladie ou par une autre cause, les corps astral et mental n'ont plus de consistance dans le corps physique et ils sortent automatiquement de celui-ci, que ce soit voulu ou non. Ce processus transfère la respiration dans le corps astral, sans qu'on en soit conscient dans le corps astral. Cela explique pourquoi les êtres décédés ne ressentent au début aucune différence entre le corps matériel et le corps astral. Ils n'en deviennent conscients que peu à peu, lorsqu'ils voient qu'ils ne peuvent plus se servir du corps physique et que le corps astral est soumis à d'autres lois, du principe Akasha. À ce sujet, j'ai en effet déjà écrit en détail dans les chapitres précédents qui concernent la zone astrale. L'exercice de l'envoi conscient du corps astral est par conséquent une imitation du processus de la mort. Il ressort de cela combien on est, lors des exercices, proche de la limite entre la vie réelle et ce que nous appelons la mort, et toutes les mesures de prudence sont absolument fondées.
Le mage maîtrise-t-il parfaitement l'envoi du corps astral, alors 1. La peur de la mort est devenue superflue. 2. Le mage connaît exactement le processus de sa mort et aussi où il va après sa sortie du corps physique. Après de nombreux exercices de la séparation consciente du corps astral, la respiration dans le corps astral devient à ce point une habitude que l'on ne s'en aperçoit plus et que l'on éprouve les mêmes sensations que si l'on se trouvait dans le corps physique. Veut-on retourner dans son corps matériel, la respiration dans le corps astral doit être volontairement arrêtée, afin que le corps astral puisse se détacher du corps mental pour prendre la forme du corps physique. À l'instant où le corps astral prend la forme du corps matériel, le corps commence à respirer de nouveau automatiquement, par quoi d'abord le retour dans le corps physique est possible. Il faut en tout cas en tenir compte. Étant donné que le corps mental est soumis à d'autres lois, il ne respire pas au même rythme que le corps matériel en liaison avec le corps astral. Ce n'est que lorsque l'on s'est habitué à la sortie des corps mental et astral du corps physique et à leur retour dans celui-ci, de sorte que l'on peut sortir et rentrer à son gré, en outre si l'on tient compte des mesures de prudence relatives à la respiration et quand celles-ci sont devenues une habitude, qu'on est apte à s'éloigner peu à peu du corps matériel. Au début de ces exercices préparatoires, restez à proximité du corps. Vous avez alors la possibilité soit de vous tenir à côté de votre corps physique ou de prendre avec vos corps mental et astral à côté du corps matériel sa position momentanée, donc la position asana. L'exercice suivant consiste alors à observer non seulement le corps, mais comme lors de l'envoi du corps mental, l'entourage immédiat. Enfin, c'est le même procédé que pour le voyage mental, on doit apercevoir tous les objets, les sentir et les entendre, toutefois avec cette différence que l'esprit emporte encore un vêtement, dans ce cas le corps astral, qui rend possible d'agir plus physiquement. Si, par exemple, vous faites seulement dans le corps mental une visite quelque part et observez là un phénomène qui produirait dans le corps astral une bonne ou mauvaise sensation, vous ne pouvez ni le ressentir, ni l'apercevoir dans le corps mental et il ne peut pas non plus vous influencer. Si, par contre, il vous arrive la même chose avec le corps astral, vous le ressentez, alors aussi intensément que si vous étiez directement présent à cet endroit avec votre corps physique. Pour l'exercice suivant, essayez de vous éloigner peu à peu, pas à pas de votre corps physique. Tout d'abord, vous vous sentirez attiré violemment vers votre corps physique par une force attractive invisible semblable à celle qu'exerce l'aimant sur le fer. Cela est dû à ce que le cordon entre les corps astral et physique est nourri, conservé et maintenu en équilibre par le fluide le plus subtil. Mais l'expédition du corps astral, lors des exercices, est un processus voulu, opposé à l'ordre naturel des éléments dans le corps et il faut s'en rendre maître. Par conséquent, le déplacement de votre corps astral exige un bien plus gros effort que si vous partiez seulement avec votre corps mental. Au commencement, éloignez-vous donc de quelques pas seulement de votre corps et retournez aussitôt. En vous retenant et en vous influençant continuellement, l'attraction magnétique produit aussi dans votre corps astral divers sentiments, comme, par exemple, la peur de la mort, etc. Ces sentiments sont en tout cas à surmonter. À ce degré, vous devez devenir maître de tout phénomène semblable. Lors de chaque nouvel exercice, l'éloignement du corps physique est à augmenter. Avec le temps, vous pourrez parcourir des distances de plus en plus grandes. Et plus vous pourrez vous éloigner de votre corps physique avec votre corps astral, plus l'attraction vers votre corps physique sera moindre. Plus tard, lors de très lointains voyages, il vous sera même difficile de retourner dans votre corps. Ici, le mage court alors le danger, particulièrement lorsqu'il se trouve dans des zones ou des régions qui l'accaparent au point qu'à la pensée de devoir retourner dans son corps, il est pour ainsi dire saisi de tristesse. Le mage doit être justement le maître absolu de ses sentiments, car s'il s'habitue à être comme chez lui avec son corps astral non seulement sur le plan matériel, mais aussi dans la zone astrale, il se lasse habituellement de la vie et préférerait ne plus retourner dans son corps. Il a envie de rompre de vive force le cordon vital qui l'enchaîne encore à son corps physique. S'il le faisait, cela signifierait qu'il commit un suicide justement comme dans le corps physique.
En outre, cela serait une faute envers la divine providence, qui eut par conséquent aussi des conséquences karmiques. Il est compréhensible que les tentations à un tel suicide soient grandes, surtout si le mage souffre beaucoup dans le monde physique et si, par contre, il est heureux dans les autres zones. A-t-il progressé dans ses exercices concernant l'envoi du corps astral au point de pouvoir parcourir n'importe quelle distance? Le mage a la possibilité d'employer cette faculté dans divers buts. Il peut se transporter avec son corps astral partout où il le désire, il peut traiter les malades en accumulant dans le corps astral les fluides électriques ou magnétiques, en les condensant et en les transférant à des personnes malades. Le traitement par le corps astral est de beaucoup plus pénétrant que simplement par la transmission de pensées ou au moyen du voyage mental, car les fluides avec lesquels le mage travaille ne sont efficaces que dans la zone mentale du malade en question. En outre, il est possible au mage d'effectuer aussi d'autres influences. Il peut, par l'élémentaire qu'il condense dans son corps astral sur le plan astral, se matérialiser si fortement qu'il peut à la vue d'un initié ou d'un non-initié se condenser ou se matérialiser et être directement vu par les yeux physiques, entendu et touché. Les résultats en ce sens dépendent de la durée de l'exercice et de la capacité d'accumulation de l'élémentaire dans le corps astral. Il est logique que le mage sache aussi accomplir des actions physiques au moyen de son corps astral. La formation de phénomènes, comme l'entendent les initiés, la production de sons par des frappements, la réalisation de divers travaux, trouvent en cela l'explication correcte. L'activité du mage, en ce domaine, ne connaît pas de limite, il dépend alors de lui en quel secteur il veut se spécialiser. En tout cas, il a connaissance de la façon dont il doit opérer en tout. Il peut aussi, par exemple, condenser seulement une partie du corps, disons une main, tandis que l'autre reste astral. Parvient-il au moyen de l'imagination à accélérer la vitesse des électrons d'un objet, il est en mesure de faire disparaître aussi de la vue d'autres personnes et de transposer dans la zone astrale un objet correspondant à ses forces et à sa formation. Les objets matériels ne sont plus alors soumis aux lois physiques, mais ils deviennent astraux. C'est alors pour le mage une bagatelle que de transposer même à la plus grande distance, à l'aide du corps astral, de tels objets et de les remettre dans leur forme originelle. Aux yeux d'un non-initié, ces phénomènes est une chimère, mais un mage formé peut produire de tels phénomènes et même encore de plus grands, qui sont considérés habituellement comme des miracles. Tous ces phénomènes, comme on le voit par notre explication, ne sont pas des miracles, car pour le mage, il n'y a pas à proprement parler de miracle. Il ne connaît que l'emploi des forces et les lois supérieures et il les met en application. On pourrait encore indiquer de très nombreux exemples de tout ce que le mage peut accomplir avec son corps astral, toutefois de simples indications suffisent aux zélateurs honnêtes. L'imprégnation du corps astral avec les 4 attributs divins fondamentaux. Arrivé à ce degré de la formation, le mage commence à revêtir d'idées concrètes sa représentation de Dieu. Le mystique, le yogi, etc., qui n'est formé qu'unilatéralement, ne voit dans son Dieu qu'un aspect, qu'il adore et auquel il offre sa reconnaissance et son adoration suprême. Le véritable mage qui a constamment tenu compte au cours de sa formation de l'enseignement graduel concernant les 4 éléments, revêtira la conception de la divinité conformément aux lois universelles de 4 aspects qui sont, la toute-puissance qui correspond à l'élément feu, la sagesse et l'omniscience qui appartiennent à l'élément air, l'ubiquité avec l'élément eau et l'immortalité avec l'élément terre. La tâche du mage à ce degré consiste à méditer sur ces 4 idées, aspects, divines à tour de rôle. Des méditations profondes mettent le mage presque en état d'entrer en extase directement avec une de ses vertus divines et de se fondre à ce point avec elle qu'il se sent lui-même la vertu en question. Il doit réaliser cela avec toutes les 4 vertus de son Dieu. Il peut partager l'exercice comme il l'entend, et, en effet, il peut méditer sur une des vertus aussi longtemps qu'il n'a pas acquis la certitude que cette vertu est incarnée en lui. Il procède de la même manière avec toutes les autres vertus. Il peut effectuer les méditations proportionnellement à son temps de façon qu'il produise en lui, lors d'un exercice, toutes les vertus à tour de rôle par la méditation.
Il faut méditer en soi-même si fortement, si profondément, si énergiquement et avec tant de conviction de façon que son corps astral s'identifie directement avec la vertu. Sa conception de la divinité est universelle, elle renferme toutes les 4 vertus divines conformément aux lois universelles. Le mage consacrera la plus grande attention à ces méditations, car elles sont indispensables pour l'union avec son Dieu. S'il peut se faire une image intérieure de ces 4 vertus divines, ce qui ne peut être atteint que par une méditation profonde, il atteindra la maturité pour établir la liaison dont j'enseigne la pratique au dernier degré de ce cours. Ces méditations produisent avec le temps une divinisation de son esprit, de son âme, et en fin de compte, elles influencent aussi son corps sous un rapport analogue et rendent ainsi possible au mage la liaison avec son Dieu, ce qui est effectivement l'intention et le but de ce cours de formation. Formation magique du corps, 9. L'élève qui a bien pratiqué toutes les méthodes n'a plus besoin pour sa formation du corps d'exercices particuliers. Il n'a plus qu'à intensifier les forces développées et à les appliquer de diverses façons. Je donne ci-après quelques instructions que l'élève peut suivre sans façon après quelques exercices, conformément à sa formation. Le traitement des maladies par le fluide électromagnétique. Aider avec ses forces l'humanité souffrante est une tâche extrêmement belle et sainte. Le mage peut dans le traitement des maladies, comme tant de saints du passé et du présent, accomplir des miracles directs. Aucun guérisseur, aucun magnétiseur ou médio-guérisseur ne saura déclencher des forces dynamiques, conformément aux lois universelles, justement comme le mage. La condition pour cela est que le mage connaisse l'anatomie occulte du corps relative aux éléments et à leur action sous les formes positives et négatives, car autrement une influence sur le foyer de la maladie serait impossible. Par le principe Akasha et par sa voyance, le mage peut reconnaître immédiatement chaque cause de maladie et commencer de traiter directement la cause de la maladie, donc à la racine. Si la cause se trouve dans la sphère mentale, le mage doit alors influencer surtout l'esprit du patient pour rétablir l'harmonie. Comme nous l'avons déjà dit, la sphère mentale ne peut agir que sur le plan mental, la sphère astrale que sur le plan astral et la sphère matérielle aussi uniquement sur le plan matériel. Que le mage tienne toujours compte de cela. Une transmutation d'un plan à un autre ne peut se réaliser que par la matrice ou le lien correspondant par une force plus subtile. Il est impossible qu'une pensée produise une force physique, donc fasse disparaître une souffrance. Mais une pensée concentrée avec foi et conviction peut engendrer dans la sphère mentale du patient de fortes vibrations qui sont ensuite amenées dans le corps astral par la matrice mentale. Une telle influence ne va pas plus loin que l'âme du patient. Une influence semblable stimule effectivement le patient à participer mentalement à sa guérison, par quoi naissent les vibrations nécessaires à celle-ci, mais rien de plus. Il est vrai qu'un soulagement se produit dans les corps mental et astral, le patient détermine intérieurement de la sphère mentale l'accélération de la guérison, mais l'influence n'est pas suffisante pour la maladie physique, surtout lorsqu'il manque au patient déjà tant de force que les substances et les fluides nécessaires à la guérison physique ne se renouvellent plus. Le succès ne serait par conséquent que très médiocre et la guérison seulement subjective. À cette catégorie de méthodes curatives s'appartiennent la suggestion, l'hypnose, l'autosuggestion, la prière pour les malades, etc. Le mage ne sous-estime certes pas ces méthodes, mais il ne se fie pas non plus à elles, et il ne s'en sert uniquement que comme moyen de deuxième classe. Ces méthodes n'ont pas pour lui la grande valeur qui leur est attribuée dans un grand nombre de livres. Un vrai magnétiseur, qui dispose d'un grand excédent de magnétisme vital par un entraînement occulte et une manière de vivre convenable, travaille avec beaucoup plus d'efficacité. Il n'a besoin alors ni de la foi du patient, ni de quelconque suggestion, ni d'hypnose ou d'une auréole. Un tel magnétiseur transfère grâce à son excédent, en cas de nécessité aussi contre la volonté du patient, de sa force vitale dans le corps astral et il obtient ainsi une guérison plus rapide, parce que son magnétisme possède une plus forte tension et qu'il fortifie de cette manière la matrice astrale du malade. Ainsi le magnétiseur peut aussi traiter avec succès un enfant qui ne peut rien se représenter, ni coopérer d'une manière quelconque par son subconscient.
Il en est autrement pour le mage qui pourrait traiter, si le temps le lui permet et s'il se spécialise dans la pratique curative, des centaines de patients par jour, sans que sa vitalité diminue le moins du monde. Un mage se sert des lois universelles et atteint par son influence directement l'organe physique malade, sans devoir d'abord passer par le corps astral et sa matrice. Par conséquent, un mage exerce un effet de beaucoup plus grand sur l'organe malade que tous les praticiens nommés précédemment. La guérison peut, le cas échéant, se produire si rapidement que cela devrait être considéré comme un miracle par la médecine officielle. Je ne veux pas prescrire ici des règles générales pour le traitement des maladies, car, en se basant sur les lois apprises, il trouvera bien sa méthode personnelle de travail. Il suffit que je lui donne ici seulement quelques indications. Le mage travaille avec la volonté et l'imagination, lorsqu'il s'agit chez ses patients d'une faiblesse ou d'un dérangement de l'esprit où l'harmonie est à rétablir. Ce faisant, le mage doit être conscient de l'activité de son esprit et que ce ne sont pas ses corps astral et physiques qui agissent, mais uniquement son esprit. Toute l'attention, par conséquent, est à fixer sur l'esprit, le corps et l'âme sont à oublier totalement, afin que l'action soit intensive d'esprit à esprit. Si, par exemple, le patient est en agonie ou s'il a perdu connaissance, le mage peut le rappeler à lui. Si les causes de la maladie sont à chercher dans le corps astral, le mage travaille alors avec la force vitale accumulée qui l'imprègne du désir de guérison. Le mage amènera l'accumulation dans le corps astral du patient directement de l'univers, sans d'abord faire passer la force vitale par son corps. De cette façon, le mage évite une diminution de sa propre vitalité et en même temps un mélange de l'odé morbide du patient avec le sien. Si les causes de la maladie sont de nature physique et si un organe quelconque du corps est atteint, le mage cède alors des éléments qui agissent favorablement sur la maladie, ainsi, par exemple, il luttera contre une forte fièvre avec l'élément eau. L'élément introduit forme de lui-même le fluide nécessaire, l'électrique ou le magnétique, et au patient est à prescrire une manière de vivre, une diète, une gymnastique de la respiration, des simples, des bains, etc., qui correspondent aux éléments. Mais si le corps du malade est tellement affaibli et si peu résistant qu'il ne peut absorber l'élément nécessaire et que le fluide correspondant ne peut par conséquent se former, il ne reste au mage qu'à charger lui-même l'organe malade avec le fluide. Ce faisant, il faut tenir compte avec exactitude de l'anatomie occulte conformément à la polarisation. Un organe qui assure la fonction du fluide magnétique ne doit pas être chargé avec le fluide électrique, si l'on ne veut pas nuire au patient. Dans les organes où les deux fluides sont actifs, le mage fera bien d'introduire les fluides à tour de rôle. Agit-il avec les fluides, par exemple, sur la tête, il chargera avec l'électrique la partie antérieure, le front, le côté gauche et l'intérieur le cerveau, et avec le magnétique le côté droit de la tête et l'occiput, le cervelet. Ce faisant, le mage agit-il par l'imposition des mains, ce qui est effectivement un bon moyen, mais non directement nécessaire, alors il effectuera aussi l'imposition des mains avec le fluide qui convient. Pour notre exemple, la tête, il influencera avec la main droite, donc l'électrique, le front et le côté gauche et avec la main gauche, la magnétique, l'occiput et le côté droit. Un mage extraordinairement bien exercé à guérir n'a besoin d'effectuer ni passe, ni imposition des mains, il réalise tout en imagination grâce à son entraînement. À l'aide de l'imagination, il doit savoir introduire les fluides électriques et magnétiques aussi dans les plus petits organes, de sorte qu'il puisse introduire, par exemple, le fluide magnétique à l'intérieur de l'œil et l'électrique dans le bord du globe de l'œil. De cette manière, il traitera avec succès non seulement beaucoup de maladies des yeux, il pourra fortifier la vue, mais il rendra aussi la vue aux aveugles, pour autant qu'il ne se présente pas directement de défaut organique. Il chargera les parties neutres du corps soit avec l'élément qui appartient à cette région du corps ou avec de la force vitale accumulée. S'il ne tient pas compte des parties neutres, il ne commet pas une grande faute, étant donné que le rayonnement des fluides influence aussi indirectement les points neutres des organes. S'agit-il chez un patient non pas du dérangement d'un organe, mais tout le corps souffre-t-il de la même maladie, comme,
par exemple, d'une maladie de nerfs, d'une maladie du sang, alors le fluide électrique est à introduire dans tout le côté droit du patient et le fluide magnétique dans tout le côté gauche. Après l'introduction des deux fluides, si la constitution du malade le permet, les éléments peuvent encore être introduits à tour de rôle dans les parties du corps correspondantes. Il faut éviter une accumulation extrêmement dynamique des éléments dans un corps malade, car le malade ne pourrait pas bien supporter la tension. Le procédé curatif magique le plus efficace consiste à influencer convenablement à tour de rôle l'esprit, l'âme et le corps du malade. Le mage sait déjà, en se fondant sur les exemples indiqués et les lois universelles d'analogie, de quelle manière cela doit se faire et il n'est pas nécessaire de donner des indications spéciales. À la question éventuelle concernant la possibilité pour un véritable mage de haute formation de guérir complètement toute maladie, même la plus incurable en apparence, on peut répondre que s'il ne manque au corps aucun organe, il est réellement possible au véritable mage de guérir totalement toute maladie, même la plus grave. Toutefois, le mage verra dans le livre du destin, l'Akasha, jusqu'à quel point il lui est permis d'intervenir, car maintes maladies dépendent du karma, c'est-à-dire que le patient a à s'acquitter par sa maladie de ceci ou de cela concernant sa vie présente ou antérieure. Mais si le mage est appelé à être le moyen en vue de la fin et à soulager la maladie ou à la guérir complètement, ce qu'un véritable mage voit aussi dans l'Akasha, il peut alors, en se fondant sur ses instructions et en tenant compte des lois universelles, réaliser de vrais miracles. Les initiés les plus éminents que notre planète ait jamais portés, qui ont accompli les plus grandes guérisons miraculeuses, ressuscité des morts, etc., ne pouvaient le faire qu'en tenant compte des lois universelles, de leurs forces et des fluides, en quoi il restait à savoir si la capacité de réalisation de leur foi jouait consciemment ou inconsciemment un rôle ou la parole vivante, la Kabbale. Jusqu'à quel point les guérisons miraculeuses peuvent atteindre par la faculté de réalisation du mage, cela dépend de son degré de développement.